Bonjour à tous et merci de votre invitation, merci de l'invitation du Club ARM pour cette présentation. Alors, ce qui m'a été demandé, c'est effectivement, dans ce thème de l'inflation de la journée, c'est effectivement de vous parler des conséquences de l'inflation, de la hausse de l'inflation sur les branches d'assurance. Comme vous le voyez, j'ai rajouté les taux d'intérêt. Parce qu'évidemment, les conséquences dans les métiers d'assurance, dans le business d'assurance, sur la solidité et la solvabilité des assureurs, de l'assurance dépend évidemment fondamentalement de ces deux grandes variables. Et donc effectivement, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu les impacts sur l'ensemble des branches au niveau de la solvabilité. Alors, je ne vais pas revenir sur les aspects de choc macroéconomique, puisqu'effectivement les intervenants précédents en ont abondamment parlé. Mais ce que je voulais quand même insister, parce que c'est aussi important, c'est qu'aujourd'hui l'assurance, outre ce changement de paradigme macroéconomique et financier, est également à faire face à d'autres chocs qui viennent un peu complexifier finalement et impacter les variables macroéconomiques, que ce soit l'inflation, l'évolution de taux d'intérêt, l'évolution de la croissance économique, et donc les impacts sur le business, sur les branches d'assurance. Et donc pose toute une série de questions, donc évidemment l'impact sur les branches, l'impact sur les rendements financiers sur l'assurance vie, l'impact sur la solvabilité, la résilience finalement des modèles d'assurance aujourd'hui face à ces enjeux, et puis également un certain nombre de questions par rapport aux décisions, notamment d'allocation stratégique, qui se sont posées et qui se posent régulièrement aux assureurs. Et évidemment, tout ça est complexifié par le fait que, évidemment, et ça vous en êtes tous conscients, on fait face aussi à des chocs climatiques qui impactent évidemment les business des assureurs, aussi bien côté passif en premier lieu, avec toute la sinistralité liée aux événements climatiques, mais aussi côté actif, avec évidemment les risques qui pèsent sur les portefeuilles d'investissement. Et le troisième risque qu'il ne faut pas oublier, mais vous en êtes tous aussi très conscients et vous y êtes confrontés tous les jours, c'est ce tsunami, cette espèce de tempête réglementaire, donc l'évolution de la réglementation et également renforcement des aspects réglementaires auxquels nous sommes tous confrontés et qui ont aussi un impact dans la façon dont les risques sont évalués et la façon dont on répond aussi à ces risques. Et donc, évidemment, Solvabilité 2, vous savez qu'on est dans un processus de révision de Solvabilité 2, mais il y a également toutes les normes autour de l'extra-financier, alors SFDR, taxonomie, etc., et tout ce qui est lié au reporting, et puis évidemment, pour 2023, et pour certains d'entre vous, l'entrée en vigueur des normes IFRS 17, qui peuvent aussi changer l'appréhension que vous avez. Alors, j'avais préparé 3 slides sur un peu le contexte macroéconomique, mais je ne vais pas y revenir puisque vous avez tous bien, évidemment, toutes les présentations des éléments macroéconomiques ont été bien présentés et ces impacts sur l'inflation et les impacts aussi sur les marchés financiers. Alors, avec 4 éléments, c'est-à-dire qu'en fait, les incertitudes liées à la macroéconomie, liées à l'évolution de l'inflation, ont un impact sur les primes de risque attachées aux actifs financiers. Alors, les primes de risque qui sont liées évidemment aux investissements à long terme, comme vous pouvez le voir sur cette figure, vous avez sur le graphique en haut à gauche, vous avez une évolution à la hausse des taux d'intérêt, puisque fin 2022, quasiment, on a terminé au plus haut des taux d'intérêt sur l'OAT à 10 ans à 3%, et là on est autour de 3,11. Également, les marchés actions, comme c'est marqué en haut à droite, évidemment, ont accusé le coup finalement de ce choc d'inflation et évidemment de l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine. Le VIX, qui est la volatilité des actions, mesure finalement l'aversion et l'incertitude des marchés financiers. Et puis, bon, vous avez effectivement en bas à droite l'évolution des marchés d'actions, effectivement, même si 2022 a été une année difficile, on voit que depuis 2023, un regain d'optimisme s'est emparé des marchés financiers et donc, évidemment, renforce finalement la situation financière des assureurs qui sont détenteurs d'actions. Alors, inflation et taux d'intérêt, évidemment, c'est lié puisque à cette résurgence de l'inflation, évidemment, les banques centrales, comme on vous l'a expliqué, ont réagi de façon extrêmement énergique sur toutes les grandes zones, que ce soit la Réserve fédérale
ou que ce soit la Banque centrale européenne et même la Banque d'Angleterre. Vous voyez que les taux d'intérêt ont remonté. Et donc ça concourt à la fois à la remontée des taux court terme, mais également la remontée des taux long terme, dans lesquels est intégrée aussi cette prime de risque au long terme qui intègre le risque lié à l'inflation. Alors tout ça change quand même fondamentalement le panorama et la situation et impacte finalement l'ensemble de la situation, finalement la vision qu'on peut avoir sur la situation économique des assureurs. Alors, je vais commencer d'abord par une vision très, très globale et très macro. Vous vous souvenez que pendant des années de baisse des taux, voire de taux négatifs, évidemment, ça a pesé quand même de façon assez négative, finalement, assez négative sur l'ensemble de sur la situation et la solidité, sur les ratios de solvabilité. Évidemment, la remontée des taux se présente plutôt comme un élément positif, notamment sur l'assurance vie, et ça, c'est lié à l'effet sur les fonds propres économiques. Vous avez tous en tête que les valeurs d'actifs et de passifs sont évaluées en valeur économique ou à leur juste valeur. Et donc l'évolution, quand les taux remontent très fortement, évidemment, les valeurs d'actifs et de passifs baissent. Dans la mesure où il y a une duration, c'est-à-dire qu'il y a un écart de duration entre l'actif et le passif qui est relativement important. Là, vous le voyez, l'EIOPA a mesuré cet écart autour de 5 ans, autour de plus de 6 ans. Une dernière évaluation qu'on a pu faire à travers le portefeuille France Vie fait apparaître en fait un écart de 5 ans, pardon, de 3 ans. Et donc, cet écart de duration entre l'actif et le passif, en fait, évidemment, a un impact positif sur la valeur économique des fonds propres des compagnies. Et donc, évidemment, donc globalement, la hausse des taux est un élément extrêmement positif. Si on regarde maintenant côté actif, évidemment, la remontée des taux permet aux investisseurs d'investir sur des rendements beaucoup plus élevés que par le passé, puisque même si les assureurs n'ont pas investi sur des taux négatifs, en tout cas, ils ont investi sur des taux très bas, et donc ça a fait baisser tendanciellement les rendements moyens des portefeuilles, et donc c'est évidemment une opportunité extrêmement intéressante pour les investisseurs, les assureurs, de pouvoir réinvestir à des taux bien supérieurs, donc au-delà de 3%, sur des horizons très longs, et donc de reluer finalement la performance moyenne, ou en tout cas le rendement moyen des portefeuilles. En négatif, évidemment, qui dit remontée des taux, dit également baisse des plus-values obligataires, et donc avec potentiellement, en cas de sortie trop importante non prévue, un risque de non-value. Et puis, sur les actifs risqués, donc tout ce qui est actif en action ou tout ce qui est actif géré par des OPCVM, évidemment, en fonction de la situation de plus ou moins value latente de ces OPC ou de ces actifs financiers, eh bien, la situation peut être beaucoup plus contrastée. Sur les unités de compte, pas d'impact direct, à part évidemment un élément de volatilité sur les unités de compte portées par les assurés. Ce petit point peut-être à souligner, c'est que dans un contexte actuel, il y a un petit risque qui peut apparaître sur les actifs effectivement qui ont mal vécu, en tout cas qui ont mal traversé l'année 2022, et qui sont des actifs beaucoup plus illiquides et qui peuvent poser des problèmes de réalisation en cas de rachat. En revanche, l'impact sur l'assurance non-vie est beaucoup plus limité, puisqu'évidemment l'impact financier est moins important que l'impact technique sur les business non-vie. Alors, quand on zoome de façon un peu plus précise sur les impacts prudentiels, les éléments positifs, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Alors, ce qu'on essaie de mettre dans cette colonne, sur les éléments positifs, d'abord, c'est le CR de taux, qui avait coûté extrêmement cher dans les années de baisse des taux, et qui là, évidemment, diminue, fait que la remontée des taux a un impact beaucoup plus faible. C'est à la fois dû à la remontée des taux, mais aussi aux effets de convexité, et également aux effets d'absorption et de diversification. Évidemment, le fait qu'on s'éloigne du taux plancher de 0 fait que le coût de la garantie sur les contrats d'assurance vie diminue, donc effectivement, les garanties données coûtent moins cher, et donc ça, c'est un élément également positif. La remontée des taux est également positif vis-à-vis de la VIF sur les fonds en euros, et évidemment, le best estimate baisse en raison de la hausse des taux. Alors, les effets négatifs, c'est qu'évidemment, sur le CR de taux, il est positif. En revanche, si les taux remontaient trop rapidement, il pourrait y avoir un impact sur le CR de rachat en liaison effectivement avec l'activation du mécanisme des rachats
des rachats dynamiques. Moins de richesses latentes, puisque l'année 2022 a été une année difficile sur les marchés boursiers. Et effectivement, la remontée des taux aussi, provoquant éventuellement l'utilisation de la participation, la provision pour participation aux bénéfices, évidemment peut amener effectivement, potentiellement, en fonction de l'utilisation qui en est faite, un élément négatif sur la solvabilité. Sur les unités de compte, en revanche, la remontée des taux avec la baisse, notamment sur les UC obligataires, a un effet effectivement potentiellement baissier sur la VIF sur ce business-là. Et puis la baisse des plus-values latentes également diminue marginalement la capacité d'absorption. Donc comme vous le voyez, des effets positifs et négatifs sur les indicateurs prudentiels. Si on regarde maintenant les impacts prudentiels comptables en normes françaises, alors en général, la hausse des taux a plutôt un facteur favorable sur la provision globale de gestion, sachant que tout ça doit être quand même nuancé par le fait qu'il y a l'inflation qui peut impacter négativement la hausse des coûts et des services qui peut tempérer finalement l'effet taux dans la PGG. Sur la PAF, la provision pour aléas financiers en général, c'est plutôt positif. En revanche, qui dit hausse des taux et génération de volatilité sur les marchés financiers a plutôt un impact qui peut être contrasté sur la provision pour risque d'exigibilité ou pour la provision pour dépréciation durable. Donc voilà un premier temps. Alors maintenant, si on se focalise sur les business d'assurance vie, alors évidemment, si on regarde uniquement les aspects d'inflation sur les branches d'assurance vie, normalement, il n'y a pas d'indexation directe, donc il n'y a pas d'exposition directe à l'inflation. Très peu de rentes ou de garanties sont indexées sur l'inflation, donc l'effet il est quasiment nul. En revanche, évidemment, il y a une indexation qui est indirecte par la concurrence évidemment de produits dont le rendement est évidemment indexé sur l'inflation. On a tous en tête évidemment l'évolution du livret A depuis quelques trimestres. Et puis évidemment, côté rentabilité, les impacts de la hausse de l'inflation sur les coûts de gestion évidemment peuvent diminuer potentiellement évidemment la rentabilité, sachant qu'évidemment il n'y a pas de possibilité comme en assurance dommage de pouvoir réajuster les tarifs. En revanche, l'effet de la hausse des taux, comme on l'a vu précédemment, est plutôt positif, avec néanmoins des effets à regarder de près. Le premier, c'est évidemment le risque de ralentissement sur les souscriptions de la part des clients et des assurés sur les fonds en euros. Donc une fois soit lié évidemment à la concurrence de produits alternatifs type livret A ou des produits comme sont proposés par exemple dans les réseaux bancaires, des comptes à terme qui sont proposés avec des rendements relativement attractifs. Le deuxième élément également à surveiller, c'est évidemment le fait que les produits d'assurance vie devront continuer évidemment à être compétitifs vis-à-vis des taux d'intérêt. Évidemment, l'utilisation et le recours à la provision pour participation aux bénéfices, évidemment, peut avoir évidemment un impact sur la richesse du fonds en euros. Et puis évidemment, en cas de collecte négative, évidemment, les impacts peuvent être potentiellement négatifs en cas de réalisation, de vente, de réalisation d'une partie du portefeuille financier. Sur le volet unité de compte, en revanche, on a plutôt des éléments qui sont plutôt positifs, puisque en général, dans une situation de taux d'intérêt réel négatif, les produits en unité de compte présentent en fait un certain degré d'attractivité, à la fois par les performances qu'ils vont proposer aux assurés, mais également en diversification des placements par rapport aux fonds en euros. Sur les autres branches, comme les assurances emprunteurs, là, les effets sont plutôt contrastés. L'effet positif, c'est qu'effectivement, avec la remontée des taux, en fait, le coût de l'assurance emprunteur diminue relativement au taux d'emprunt. Donc, quelque part, il est beaucoup plus facile de commercialiser. Voilà, en tout cas, il y aura moins de concurrence, en tout cas, une baisse de la concurrence finalement et de la mise en concurrence sur l'assurance emprunteur.
Et puis évidemment, la hausse du taux d'usure permettra de desserrer effectivement une contrainte d'accès à l'emprunt, notamment en cas de surprime. Alors la contrepartie, on l'a vu, hein, c'est la baisse évidemment du nombre d'acquisitions immobilières qui évidemment fait que globalement on peut avoir un effet volume en revanche sur les primes d'assurance emprunteur. Sur la dépendance, on a deux effets. On a un effet qui est lié en fait à la hausse des taux, qui fait que il y a une baisse finalement de la provision technique relative aux engagements liés à la perte d'autonomie, et donc avec potentiellement un allègement du coût de l'assurance. Donc, il faut quand même garder en tête que l'essentiel du marché quand même se fonde sur la base d'un versement forfaitaire, et donc les effets d'inflation en revanche sont assez limités sur ce volet-là. En revanche, évidemment, on retrouve en négatif l'impact finalement de la hausse des coûts des services liés évidemment à l'inflation. Sur les complémentaires santé et les assurances obsèques, là on a des effets évidemment qui sont plutôt négatifs, qui sont liés évidemment au coût de la hausse de l'inflation. Et donc évidemment, ça c'est plutôt un élément impactant négativement sur cette branche d'activité. En revanche, en assurance obsèque, l'inflation pourrait effectivement avoir un impact sur les prestations et sur les garanties. Sachant qu'on devrait aussi plutôt observer une hausse des primes donc pour les contrats de type indemnitaire, alors au contraire, grâce à la hausse des taux, on devrait avoir plutôt une baisse sur les contrats forfaitaires. Si on regarde maintenant les branches d'assurance dommages, alors là, clairement, l'impact inflationniste a plutôt un impact assez net, finalement, sur l'équilibre technique, puisqu'à la fois, il impacte le coût des sinistres, alors qui sont de variables, évidemment, différentes en fonction des activités, mais globalement, vous avez une augmentation du coût moyen, hausse mécanique sur le coût et le prix du matériel. Donc, par exemple, le coût, rien que sur 2022, le coût des pièces de rechange a augmenté de 9,6% en 2022. Et vous avez par exemple le coût des bris de machines, par exemple, a augmenté de quasiment 6% en 2022. Donc on a clairement, en fait, sur l'année 2022, une hausse assez significative, finalement, des coûts moyens liés au remboursement des sinistres. Alors, sur les fréquences, en revanche, on a plutôt, notamment en assurance auto, on a plutôt une stabilité, finalement, de la fréquence de la sinistralité. On avait effectivement le nombre d'accidents, avait beaucoup baissé, évidemment, lié au Covid, mais quand on regarde depuis 2021 et 2022, on voit que la fréquence de la sinistralité, finalement, a augmenté de façon relativement modeste. Vous avez sur ces deux graphiques, à la fois sur les indices de la Fédération du bâtiment et sur les indicateurs de risque industriel, vous voyez en fait que ces éléments en fait, d'évolution, d'augmentation du coût des prestations, c'est peut-être un phénomène qui n'est pas récent, mais qui évidemment s'est accéléré en 2002 avec la résurgence du prix des matières premières et de l'énergie. Alors, en revanche, autant effectivement les éléments inflationnistes jouent négativement sur le business d'assurance dommage, autant sur certaines branches d'activité, la hausse des taux a un effet de compensation. Comme vous le voyez par exemple sur ce graphique en bas à gauche, vous voyez en fait qu'il y a une relation inverse entre le rendement des placements et les provisions, calculées en fait en nombre d'années de primes. Donc vous le voyez effectivement toute l'année entre 1996 et 2018, on avait effectivement une baisse tendancielle des rendements de marché. On voit effectivement que les provisions évidemment ont augmenté. Et donc effectivement avec la remontée des taux, effectivement tout ce qui est produits financiers et revenus financiers va évidemment venir compenser l'impact finalement inflationniste sur les coûts moyens des sinistres. Et donc vous avez exactement le même graphique ici, mais donc là vous avez les produits financiers en pourcentage des primes comparés aux provisions en nombre d'années de primes, et vous voyez effectivement qu'entre 2010
et 2020, en fait, la courbe s'aplatissant, montrant effectivement les facteurs négatifs, finalement, de la baisse des taux sur le résultat technique des activités dommages. Concernant les provisions de rente, on a effectivement un élément positif qui est évidemment la remontée des taux, qui a donc un impact sur les valeurs des provisionnements. En revanche, on peut avoir aussi, en sens inverse, des éléments négatifs liés à l'inflation, puisqu'effectivement, une partie des rentes peut être potentiellement revalorisée à l'évolution de l'inflation. C'est exactement le même sujet sur la branche construction, qui, elle, a effectivement impacté par l'augmentation relativement importante du coût moyen des sinistres, et également par des éléments qui sont là beaucoup plus techniques et plus conjoncturels, qui sont notamment liés à des problématiques de retard sur les travaux de reprise. Et donc dans les décalages qu'on peut avoir entre le moment où l'indemnité est versée et le moment effectivement où le sinistre s'est produit. Et donc ces délais qui s'accroissent, évidemment, peuvent provoquer effectivement des augmentations finalement du coût des sinistres. Et on retrouve exactement la même problématique sur les chantiers, et d'autant plus renforcée que sur les chantiers, il y a aussi des problématiques de chaîne d'approvisionnement. Alors, par rapport à ce détériorement de l'environnement économique et des impacts à la fois de l'inflation et des taux d'intérêt sur l'activité des assureurs, quels sont potentiellement les leviers à disposition des assureurs, en fait, pour essayer de mitiger et s'adapter aux risques financiers? Alors, globalement, ce qui est quand même recherché, c'est évidemment, dans un environnement plus inflationniste, c'est d'essayer de protéger l'actif financier de l'évolution de l'inflation. Donc, comment faire évoluer son allocation stratégique pour essayer de protéger la valeur des actifs dans un régime d'inflation plus élevé. La deuxième problématique, c'est évidemment comment faire remonter les rendements du portefeuille financier pour leur faire suivre l'évolution des taux d'intérêt liés à cette revalorisation de l'inflation. Et tout cela, évidemment, étant dans la maîtrise de la solidité, des marges de solvabilité, dans un contexte évidemment beaucoup plus incertain et marqué par davantage de volatilité. Vous l'avez vu sur les taux d'intérêt, où les taux d'intérêt peuvent bouger à vitesse extrêmement rapide. Alors, ce que j'ai essayé plutôt de faire ressortir, c'est quelques éléments sur lesquels aujourd'hui les investisseurs peuvent agir. Alors, évidemment, la difficulté, c'est que faire évoluer ces allocations stratégiques nécessite du temps, puisque les portefeuilles d'assurance ne se modifient pas, évidemment, comme ça, comme un claquement de doigts, comme on peut le faire au travers d'un OPC. Et donc, ça demande à la fois du temps et ça demande également de la ressource financière. Le temps, les assureurs l'ont, d'autant plus que la situation globale des assureurs est très bonne. Là où c'est plus compliqué, en tout cas, c'est rendu plus compliqué, c'est par le fait que sur les fonds en euros, par exemple, et finalement, les flux financiers ne sont pas aussi importants qu'ils n'ont été dans le passé. Vous avez en tête qu'effectivement, il y a eu des éléments de décollecte de 20 milliards sur les fonds en euros, avec une diversification évidemment de l'épargne des assurés. Et donc, ça veut dire que c'est le fait qu'il y ait moins d'épargne en fait, qui se dirige vers l'assurance vie 2022 et puis début 2023 est un élément qui va ralentir finalement ce processus de faire évoluer finalement les allocations stratégiques. Alors, les grandes classes d'actifs à disposition des assureurs, c'est évidemment les obligations souveraines et corporates à long terme, avec évidemment un effet majeur, et c'est ça qui a été mis en place déjà principalement en 2022. L'idée, c'est vraiment de réinvestir le maximum de flux pour faire remonter le rendement moyen du portefeuille. Évidemment, le risque sur cette stratégie, c'est l'inflation, c'est-à-dire que normalement, les banques centrales luttent évidemment contre le risque d'inflation, mais si l'inflation ne rebaisse pas, ça a un effet d'érosion finalement sur ces obligations à taux fixe. Donc, une des réponses à ça, c'est de diversifier avec des obligations indexées sur l'inflation ou des obligations à taux variable, dont les rentabilités vont évidemment suivre
les niveaux des taux à long terme, qui sont indexés eux-mêmes sur les évolutions de l'inflation. Donc évidemment, élément positif, puisque ça fait évoluer les rendements à la hausse en cas de remontée d'inflation, et en même temps, ça protège la valeur du portefeuille. Évidemment, la contrepartie, c'est si la lutte contre l'inflation des banques centrales est réalisée, là, il y a des rendements qui seront moindres à l'arrivée. Troisième classe d'actifs, ce sont les actions. Donc les actions, traditionnellement, évidemment, sont liées à la création et à la richesse produite par l'économie. Et on a une croissance, on l'a montré ce matin, qui est relativement résiliente aujourd'hui. Et donc on voit que les marchés actions, finalement, intègrent bien cette dimension positive. Et puis les actions ont cet élément intéressant, c'est qu'ils font passer les prix finalement dans ces valeurs. Mais le problème, c'est qu'ils le font passer à moyen long terme. Donc c'est une stratégie qui est plutôt valable et positive à moyen long terme. À court terme, cela peut se réduire, cela peut aussi se traduire par une hausse de la volatilité du portefeuille financier des assureurs. Et donc c'est une stratégie qu'il faut évidemment manier de façon extrêmement prudente, avec des éléments de timing qui sont assez primordiaux. Dernière classe d'actifs, qui est une classe traditionnellement aussi intéressante dans un environnement marqué par de la croissance et des niveaux d'inflation relativement élevés, c'est l'immobilier, puisque évidemment les loyers intègrent une partie de l'inflation. Donc ça, c'est une classe d'actifs évidemment sur lesquels les assureurs peuvent se reposer. Il y a juste un petit problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est aujourd'hui un petit peu vulnérable suite à la hausse des taux brutales qu'on a vécu depuis 2 ans. Donc c'est le critère de sélectivité et le timing d'entrée sur cette classe d'actifs est absolument primordial. Les principaux leviers donc, sur lesquels peuvent jouer les assureurs, donc la revue, la révision de la stratégie d'investissement. Deuxième élément, c'est le pilotage évidemment des provisions techniques à sa disposition, donc la provision pour participation aux excédents. Donc vous avez vu que l'année dernière, elle a été relativement bien utilisée par les assureurs pour faire face à la remontée, même si finalement elle est restée stable entre 2021 et 2022 à 5%. Et puis la provision de la réserve de capitalisation, qui est aussi peu utilisée encore, mais qui reste aussi un levier pour les assureurs pour piloter finalement cette période de transition de leur stratégie d'investissement. Petit retour sur l'année 2022 que vous avez sûrement en tête. Donc vous voyez que jusqu'à 2021, les taux de rendement des fonds en euros a suivi évidemment la baisse tendancielle des taux d'intérêt sur le marché, et qu'en 2022, remontée très importante du taux servi en assurance vie sur le fonds en euros. Là, il est comparé par rapport au livret A. Tout ça pour vous montrer que globalement, le produit d'assurance vie en euros reste quand même un produit extrêmement, en tout cas compétitif au regard effectivement du livret A, et qu'effectivement les assureurs ont encore énormément de réserves et de marge de manœuvre pour piloter cette période de transition d'évolution du taux de rendement des fonds en euros par rapport aux évolutions de marché. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a quelques minutes pour quelques questions. Allez-y. Bonjour, Christophe Couturier. Dans les effets de la hausse des taux que vous avez présentés, votre analyse était surtout en revenus, et vous avez fort justement indiqué qu'il fallait du temps pour que les portefeuilles des assureurs s'adaptent finalement aux taux nouveaux qui suivent la hausse des taux. Mais en fait, comment vous gérez les transferts de valeur entre l'actif et le passif, c'est-à-dire qu'avec la hausse des taux, la valeur des stocks de provisions s'est abaissée de manière importante, et la valeur actuelle nette des actifs s'est aussi abaissée, parfois même un petit peu plus, d'où dans l'ensemble, en tout cas on s'attend à plutôt une hausse de la solvabilité des assureurs.
Mais en fait, ça crée une petite difficulté de gestion parce que si on a besoin d'utiliser les provisions, ben, on dégage des moins-values latentes importantes. Et je voulais savoir si, ben, comment vous traitiez cette question. Merci beaucoup. Alors, en fait, le point que vous soulevez aujourd'hui, il est lié en fait à la dynamique de souscription-rachat sur les contrats, puisqu'aujourd'hui, effectivement, les obligations, effectivement, la remontée des taux, effectivement, a fait baisser évidemment les stocks énormes de plus-value qu'on avait fin 2021. Et donc, les obligations, en fait, tant qu'elles sont détenues jusqu'à maturité, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Donc le sujet, il est plutôt lié aux éléments d'évolution des passifs, finalement, inattendus par rapport aux attentes et aux prévisions des assureurs. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de... On ne constate pas, en fait, quand on regarde les chiffres sur 2022 et les premiers chiffres de 2023, en fait, on ne constate pas d'éléments de modification dans le comportement des assurés. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, enfin, il n'y a pas vraiment de sujet. Alors, il y a des problématiques autour, effectivement, de SVB, etc., la crise bancaire qu'on a eue, mais donc il y a des questions qui sont posées. Mais aujourd'hui, en tout cas, à date, on a constaté, en tout cas dans les chroniques d'évolution des passifs, on n'a pas déterminé, on n'a pas identifié d'éléments particuliers. Donc le sujet, l'assurance vie, c'est quand même un placement d'assurance, enfin c'est quand même un placement d'épargne à long terme. Et donc à partir du moment où la rentabilité et le rendement servi par ces contrats est satisfaisant au regard des attentes des investisseurs ou des assurés, il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Moi j'aime bien quand même rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, on a quand même vécu une crise, je dirais 10 ou 20 ou 100 fois pire en 2018, en 2008, pardon, au moment de la grande crise financière où le système financier était vraiment au bord de l'écroulement. L'assurance vie a traversé cette période, et notamment quand vous regardez les évolutions des comportements des assurés, de façon extrêmement sereine. Et pourtant, on a eu quand même des mouvements extrêmement violents sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, souvenez-vous que entre 2008 et 2010, avec la crise des dettes souveraines ou les dettes des États souverains en zone euro et notamment dans les pays du Sud ont réellement explosé. Voilà, le constat, c'est que vu d'un épargnant dans l'assurance vie, il le voit comme un placement long terme. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de, je dirais sur cet aspect dynamique, je pense que il n'y a pas d'élément en tout cas préoccupant aujourd'hui. Les éléments de solvabilité des assureurs aujourd'hui, quand vous regardez la situation, elle est extrêmement solide. Vous prenez les agences de notation, les Moody's, S&P, qui font l'analyse globale du secteur, considèrent effectivement que sur les niveaux de remontée des taux et d'inflation actuels, les assureurs, le secteur de l'assurance a toutes les armes en fait pour passer, je dirais allègrement, cette période un peu compliquée de transition, qui est un peu évidemment atypique dans l'histoire économique. Et puis le dernier élément, c'est que c'est même, quand vous regardez même les évolutions des indices boursiers, qui sont les vues des marchés financiers par rapport aux différents secteurs, vous regardez par exemple que dans la baisse des marchés de 2022, l'indice du secteur des assurances a beaucoup moins baissé finalement que l'indice global de marché. Donc il y a quand même aussi une perception de la part des investisseurs que le secteur de l'assurance est un secteur solide qui pourra passer le cap normalement sans difficulté. Bonjour. Bonjour. Nourid Sekri, une question sur le marché de la construction. Oui. Quelles sont vos anticipations? Est-ce que vous voyez des tendances sur l'évolution du ratio combiné d'équilibre sur ce marché? Voilà. Et quels sont les drivers pour vous de cette tendance ou de ces évolutions? Alors, je vais avoir du mal à vous répondre parce que je ne suis pas spécialiste du secteur. Donc ce que je vous ai donné, c'est plutôt une vision en termes d'impact
sur l'activité de la construction au regard finalement des variables de taux, donc des mesures de la mesure et l'évaluation finalement des prévisions techniques, mais à la fois liées aux aspects de taux et liées aux aspects de l'inflation. Après, sur l'évolution du secteur lui-même, je pourrais difficilement vous répondre. Là, il faudrait plutôt s'adresser au sein de France Assureur, aux équipes d'assurance dommage qui sont en charge de ça. Donc désolé, je m'avoue pas compétent sur ce point-là. On a le temps pour une question encore. Bonjour, Ali Goumar. Merci pour cette présentation. J'avais juste une question sur la dernière slide où vous comparez avec le livret A et le LTDDS. En fait, on parle de 3%. Là, je vois un chiffre 1,4. Oui, ça on parle vous beaucoup de surprend. concurrence. Ouais, Ça vous surprend. Parce que l'attendez en fait par rapport au. Alors en fait, prévu. pourquoi 1,4 ? Parce qu'en fait, c'est la moyenne pondérée du taux du livret A sur l'année 2022. Et donc si vous avez en tête, on avait démarré autour de 0,75. Et donc si vous combinez en fait sur l'année 2022 les différents taux, alors certes, on a terminé à 3, mais on a démarré, on devait être, je ne sais plus si à 0,75 ou 1%. Donc en fait, on a juste cumulé. En fait, si vous passiez 1 euro au 1er janvier et 1 euro au 1er janvier 2022, et vous regardiez combien vous auriez gagné, ben vous auriez eu 1,4 euros. Voilà. Mais c'est sûr qu'au 1er janvier 2023, ça sera différent. Parce que pour un nouveau client en fait qui veut y aller sur cette assurance, voilà, si on il veut voit comparer, 3%, il faut comparer ce qui est un vrai placement. Et comme le taux livret A a augmenté dans l'année 2022, là on regarde vraiment avec 1 euro en poche en assurance vie, 1 euro en poche dans un compte sur un livret A, et donc l'assurance vie reste encore au-dessus. Okay. Merci. Oui, il y a encore une question. Sur le taux assurance vie, je reviens sur le même graphe, du coup, le 2, il est brut de CSG CRDS. Le 2, le taux d'assurance vie, je parle. Non, je ne pense pas. Merci. Merci à vous.